Bonjour, bonjour et bienvenue dans cet épisode de Générationnel. Alors, à travers celui-là, nous allons voyager. À travers l'histoire de Marjorie Saint-Lô que je reçois aujourd'hui. Ce sera l'occasion de découvrir son histoire, son parcours, ses stratégies, ses défis. Et ben voilà. Plus jeune, elle a été inspirée par Oprah et moi aujourd'hui, elle m'inspire, vous savez. Et j'espère qu'à travers notre échange, elle va aussi vous inspirer. À travers Générationnel, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir inspirer, d'éclairer, mais surtout d'encourager les jeunes femmes de ma génération à travers des histoires authentiques, des femmes comme Marjorie. Et c'est pour ça que je la reçois aujourd'hui. Bonsoir Marjorie et merci d'avoir accepté mon invitation pour parler sur mon projet. Bonsoir Richard, non mais c'est moi qui suis honorée d'être reçue dans ta série. Je trouve que c'est vraiment génial ce que tu fais pour la communauté féminine. Merci. Donc c'est normal que je sois là. Merci. Alors, on va démarrer par une citation qui a quelque chose de particulier avec toi, je pense. Curieuse. Tout commence par toi. Tout commence par toi et c'est par là qu'on va commencer. Marjorie, qu'est-ce que ça te rappelle? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à Tout commence par toi? Bah, écoute, tu as parlé d'Oprah au début et je me rappelle encore gamine devant mon écran de télévision et je la regardais rayonner comme étant la première femme noire qui occupait un tel espace dans l'espace audiovisuel, qui cassait tous les codes finalement, qui créait rupture sur toute chose. Et quand on connaît bien l'histoire d'Oprah, on se rend compte que, ben voilà, elle s'est hissée elle s'est hissée. Et une de ses grandes citations a toujours été de dire We become what we believe. Sure. Et en gros, si je dois résumer ça aujourd'hui, c'est de dire que c'est le rêve qu'on arrive à définir pour soi qui nous permet de casser tous les codes et de grandir. Donc effectivement, tout commence par toi. Tout commence par toi, absolument. Je trouve que ce début est déjà inspirant. Et justement, pour continuer, je vais te demander, Marjorie, est-ce que tu peux nous partager un aperçu, vraiment global, de ton parcours professionnel et surtout, je suis curieuse, et je pense qu'elles aussi, de comment tu deviens directrice des opérations à 26 ans en Haïti. Elle est bonne celle-là, ouais. N'est-ce pas? Non, en fait, j'ai du mal à résumer mon parcours parce que j'ai envie de dire que j'ai vécu beaucoup d'histoires, différentes histoires. J'ai un tout début qui est très très formateur, mais qui n'est pas forcément un parcours professionnel, où je développe le rapport avec l'argent, le travail. Ça commence chez McDonald's, où je plonge des frites, et je travaille là-bas pendant 2 ans. Et j'avais 14 ans quand je démarre. Donc je pense que c'est les briques fondamentales de ce qui suivra. Mais ma carrière professionnelle démarre dans les salles de marché. J'étais trader. Fausse salle de marché parce que c'était déjà même à l'école un effet rupture. C'était du trading via le téléphone. C'est ce qu'on appelle le discount brokerage. Des choses qui n'existent pas encore tout à fait en Afrique aujourd'hui. Mais bon, ça remonte à quelques années quand même. Et je m'étais formée en gestion du patrimoine. J'ai travaillé en audit interne après ça. Capitaliser sur une opportunité qui était la chute d'Enron et la naissance de ce qu'on appelle Sarbanes-Oxley. Je vous invite à aller lire dessus. Mais ça a complètement transformé le monde des affaires. Et moi, je suis rentrée dans cette brèche-là, dans cette vague. Et j'ai suivi ce courant et ça a marqué les 6-7 prochaines années qui ont suivi. Donc en audit interne, en contrôle interne, en conformité, en fraude. D'abord dans la finance. Finance comme étant back-office, front-office, champ de compensation, comme on appelle ça dans notre jargon, mais ensuite dans d'autres secteurs de la finance, sous-secteur de l'assurance, donc l'assurance, et puis d'autres secteurs du manufacturing, l'industrie, etc. Et j'ai toujours été un peu opportuniste sur les bords, donc c'est les opportunités qui m'ont amené d'un endroit à un autre. Et justement, quand tu me demandes comment je fais pour devenir directrice adjointe des opérations, enfin, 20 ans plus tard, je me dis, bon, je ne suis pas encore tout à fait 20 ans plus tard, mais je dis tous les jours, aujourd'hui, le hasard n'existe pas. C'est ça. Et donc à ce moment-là, je considérais ça comme étant un hasard. Je me retrouve dans un bar en Haïti en mission pour Gildan Activewear et je suis en train de discuter avec le directeur technique de Digicel Haïti qui me parle
leurs besoins et qu'ils aimeraient bien avoir des ripates étant moitié haïtienne. Est-ce que ça pourrait m'intéresser de revenir travailler au pays? Puis j'ai dit oui, pourquoi pas. Et je saisis une opportunité et 6 semaines plus tard, je déménage en Haïti. Et en fait, j'arrive en Haïti et je m'occupe de l'organisation. Donc c'était un rôle Project and Organization Manager. Et je suis là, il y a un changement de direction, un nouveau DG qui arrive au bout de 6 semaines. Et il me rend compte et je lui raconte un peu ce que je dois faire. Et il me dit, mais non, en fait. C'est pas toi. Non, c'est pas assez. Ok. Et donc, mène sa réorganisation. Et je suis nommée directrice adjointe des opérations avec une équipe d'une 60aine de personnes. Un budget de 5 millions de dollars opérationnel, un budget de CAPEX de plus de 30 millions de dollars. Et j'ai 26 ans. À 26 ans. Donc, c'est une opportunité qui a amené une autre opportunité. Et étant opportuniste, j'ai dit, OK. Et voilà. Wow. Alors après, je me réveille avec le syndrome de l'imposteur, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est comme ça que je rentre dans la tech et je prends mes marques et ça changera vraiment toute la suite de ma carrière parce que je me dis, je m'ennuyais dans des notions de contrôle interne, d'audit interne, etc. Je découvre la tech et l'impact que ça a sur ma communauté haïtienne et je sais que le restant de ma carrière sera marqué et sera que dans la tech. Donc, la vie fait que je retourne aux études, je me forme à La Réunion en ingénierie financière et économique et je consolide mes acquis, donc je me spécialise en banque finance. Et je reviens au pays, donc le pays qui m'a vu naître, qui est la Côte d'Ivoire, après 22 ans. Et je tombe simplement amoureuse de ce que je retrouve. Donc je tombe amoureuse du peuple, de la manière de vivre, des opportunités que je voyais à tous les coins de rue, de la montée en puissance de la tech, effectivement. Et mon travail de recherche sera sur le financement de l'économie ivoirienne, le rôle des banques françaises. Je crée ma première innovation en s'appuyant sur le mobile money et le financement de la filière café-cacao. Bref, je comprends que je dois être dans l'high-tech, je dois innover, que j'ai des talents en moi. Donc il y a tout un parcours d'apprentissage, qui je suis, quels sont mes talents. Et tout se consolide au même endroit. On est en 2010. Et malheureusement pour moi, la crise éclate fin 2010, donc je ne rentre pas comme prévu début 2011. Mais ce retour n'est que retardé finalement. Et je retourne aux études, je me forme davantage, je vais chercher d'autres outils en intelligence économique, en stratégie, en influence. Et je rentre définitivement en juillet 2012. Et ça marque le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle carrière. Une carrière qu'aujourd'hui je définis en étant experte intelligence des marchés. Une carrière que je définis comme étant dans l'innovation, une carrière qui s'appuie sur la technologie. Donc non, je ne sais pas coder, non, je ne comprends rien. Mais je sais travailler avec des ingénieurs de toutes formes et oui, enfin toutes les sous-métiers qui rentrent dans l'ingénierie et qui accompagnent la technologie. Et depuis lors, je crée des business models ou j'adapte des business models à nos usages. D'abord en Côte d'Ivoire, puis j'ai eu la chance avec mes carrières via Orange notamment de découvrir le Burkina, le Libéria, le Sénégal en collaboration avec la Sonatel, et puis Uber qui me fait vraiment voyager, où là je m'exporte au Ghana, en Tanzanie, en Ouganda, puis le Pakistan, le Liban. Mais surtout c'est le parcours à travers l'Afrique et des nuances qu'on peut retrouver entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Maintenant, je suis dans la fintech. Entre-temps, j'ai pris un siège dans un conseil d'administration. Donc, je suis aussi dans la gouvernance de grandes entreprises, mais très, très ancrée dans la tech, très, très ancrée sur l'intelligence des marchés, très, très ancrée sur ce que j'appelle les personas, les différentes personnalités qu'on va retrouver et leurs usages en Afrique. Oh, wow. En tout cas, c'est merveilleux. Félicitations, si je peux me permettre. Merci. Tu as parlé plusieurs fois de formation, de diplôme, etc. Et j'ai aussi remarqué à travers ce que j'ai pu chercher sur toi que justement, à plusieurs moments de ta vie, en fait, tu es allé chercher des diplômes, tu allais te former dans différentes choses, mais qui finalement, aujourd'hui, te permettent d'être tout ce que tu as pu nous dire.
C'est quoi le déclic à chaque fois? En fait, comment tu te dis, bah ouais, ça, en fait, c'est le diplôme ou c'est le niveau, en fait, c'est le domaine dans lequel j'ai envie de faire ceci. Et bah tu te dis, bah il faut faire un break pour partir. Parce que j'ai remarqué que dans ton parcours, oui, il y a eu des moments où tu as fait un break, tu vas chercher la formation de diplôme et tu viens continuer. Donc, comment ce déclic se crée et comment toi, tu arrives à savoir que c'est ça qu'il me faut? C'est une très bonne question parce que je pense que chez moi, les périodes, les raisons à chaque période sont différentes. Ok, Déjà, j'ai pas fait de grandes écoles. bien sûr. Moi, j'ai fait une formation courte, technique, qui t'amène sur le marché du travail. On gagne de l'argent. Parce que comme je l'ai dit très tôt, moi, cash, cash, cash. Donc, une fois qu'on a fait ça, on se rend compte que le marché du travail nécessite plus si on veut aller plus loin. Ok, Donc, le premier choix était surtout une question de consolider mes acquis. ok, J'avais construit des acquis sur le marché du travail et il fallait que je consolide ça pour que ça soit crédibilisé, en tout cas, pour que les uns et les autres sentent que j'ai de la la crédibilité. crédibilité. Et donc, c'était vraiment les premières raisons pour mon premier diplôme. Ensuite, je suis plutôt allée chercher des outils. Ok, Des outils parce que je voulais innover et je n'allais pas rentrer en école d'ingénieur. Euh, J'avais compris que j'étais bonne dans la... J'aimais les gens. J'aimais les gens et j'avais beaucoup déménagé et donc j'avais une facilité à m'adapter aux gens et aux cultures. Et qu'il y avait des études pour ça, en fait. En gros, c'est la sociologie. Hein. La sociologie permet de comprendre les gens, leur culture et de faire le lien. Et que si je pouvais croiser ça avec d'autres choses, oui, ça me permettrait de compléter. Après, comme je dis, j'ai toujours été très orientée cash, business. Et donc, je savais que j'allais innover en m'appuyant sur du business. ok, Je suis allée chercher des outils qui me permettaient de créer des business models. Pourquoi? J'aime le cash, donc il fallait que je comprenne comment monétiser. mm, Je vais faire des études de marché, donc je cherchais des nouvelles techniques pour le faire et c'est ok, comme ça que j'ai découvert l'intelligence économique qui n'est ok, que des techniques de recherche d'information, en gros. ok, C'est un ok, grand terme pour dire simplement apprendre à rechercher de l'information ok, et apprendre à rechercher de l'information pour un usage donné. Ça peut ok, être un usage d'investigation, ça peut être une usage qui s'applique à la due diligence et à plein de métiers d'investigation qui en déclinent, le journalisme, absolument. etc. Ou ça peut être appliqué à la recherche d'opportunités. Très bien. Et moi, je voulais me former à la recherche d'opportunités pour derrière créer des business models, parce que j'avais fait de la finance, j'avais touché à ça. Je comprenais comment générer du cash et être créative. Donc ma créativité, je ne la mets pas dans le design, enfin, tel qu'on peut l'entendre Ouais, via l'art, même si j'ai fini par apprendre à faire de la peinture. Ça, c'est notre histoire. Euh, mais c'était dans la créativité des modèles économiques. ok, Et ok, c'est là où, enfin, franchement, j'ai comme presque créé mon métier. Finalement, ce métier-là existe. Enfin, il y a eu des formations qui ont été faites en business développement après mon passage. Mais voilà, à ce moment-là, j'allais chercher des outils pour créer mon métier. mm, Ce qui était embêtant avec ça, c'est que je ne rentrais pas dans une case. Donc, quand on discute avec les gens pour voir est-ce qu'il y a une opportunité qui peut me convenir, c'était enfin, particulière. j'étais particulière. J'étais C'était un ensemble de particulière. choses, je sais faire plein de choses, je sais faire rien, enfin bref. Mm, mm, Et mm, c'était ça le challenge. mm, Mais oui, je pense que dans le déclic, si je veux faire un résumé, donc c'est le marché, donc les opportunités d'emploi qu'on peut voir constater à un moment donné, qui va dire, ah tiens, je vais chercher une compétence, ou bien ta recherche et ta compréhension de de toi-même, toi-même, en fait. qui fait que tu as compris tes talents, Mhm, tu as compris tes dons, et tu vas les associer avec des compétences techniques que tu vas aller compléter pour ensuite enfin, les mettre en exergue et te distinguer. mm, Et c'est vraiment ça qui a marqué mon deuxième retour aux études. je comprends. Là, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Mais ce que j'ai envie de savoir maintenant, c'est, je pense que moi et elles aussi, elles ont compris qu'il faut aller chercher, enfin, il faut aller maintenant à la recherche de ton toi, de tes Ouais, talents, de ouais, ton génie. ouais. Ta zone de Je pense que c'est génie. la quatrième fois qu'on se voit et justement, ta zone de génie, Ta je t'ai zone de entendu dire génie. ça. Ma question, c'est en fait, comment je cherche ma zone de génie, Marjorie? Comment tu as trouvé ta zone de génie, toi? Je pense que le parcours de recherche, il est différent d'une personne à une À une autre. autre.
Il y a des méthodologies qui ont été, enfin, il y a des psychologues qui ont écrit des bouquins, il y a des méthodos plus ou moins scientifiques, il y a des outils, on va en parler du vision boarding, qui vont permettre de projeter, donc de se projeter dans le temps. Mais en vrai, je pense qu'il faut apprendre à rentrer à l'intérieur de soi, à faire le vide, à s'écouter, à se dire la vérité, ou en tout cas à accepter la vérité qu'on entend, et de se réconcilier avec ça. Déjà, je pense que ça, c'est... Enfin, si on ne sait pas s'écouter, on ne sait pas faire le travail qui viendra. Après, mécaniquement, quand on va en séance de coaching, on va se demander, et j'ai fait cet exercice à quelques reprises, j'ai même coaché les mentis dans ce sens-là, qui est de dire de parler à 5 personnes d'environnements différents. Okay. Quelqu'un de sa famille, quelqu'un dans ses amitiés, quelqu'un avec qui on collabore dans le travail ou si on est étudiant à l'école, quelqu'un qui nous voit peut-être dans un cercle un peu plus loin, qui vit dans une autre communauté, donc peut-être communauté religieuse. Et on va leur demander de lister nos 5 qualités, nos 5 défauts, nos 5 talents qu'eux ils perçoivent et nos 5 challenges sur lesquels on doit travailler. Okay. Et généralement, si on fait cet exercice-là de façon sérieuse, et on se fait nous-mêmes aussi, c'est important qu'on ait notre propre vision. Okay. Quand on va recouper, on va pouvoir encercler les qualités qui sont clés. Le plus. Bah, bien sûr. Okay. Okay. Et puis, on va découvrir aussi le prisme par lequel, ce qu'on projette. Et là, ça va susciter un ensemble de questionnements où c'est important de prendre le temps, de passer à travers, d'écrire. Donc, le journaling, c'est hyper important. D'écrire les résultats de ces réflexions-là et de s'écouter. Okay. Et c'est là où on va prendre conscience de « Ah ouais, mais j'ai le don de rassembler les gens. » Ah bon? Et peut-être qu'on ne s'en rendait pas compte. Ouais, ou peut-être qu'on considère que c'est assez banal. Exactement. Alors que c'est une aptitude qui est distincte. Peut-être qu'on va trouver qu'on a un don d'analyse qui est plus fin que l'autre. Etc., etc. Et quand on commence à distinguer et ressortir ces éléments-là, ça commence à exclure certaines choses. Moi, par exemple, j'ai horreur de la redondance et du travail routinier. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'étais pas heureuse quand j'étais dans l'audit. J'étais très bonne à mon métier. Mais tu faisais la même chose, quoi. Oui, je change d'industrie, mais c'est la même chose. J'ai compris que j'aime les gens. J'aime les gens, mais je suis très réservée. Tu vas me dire, c'est fou. Oui. Mais j'ai besoin d'une bulle à moi. Ouais, je comprends. Et donc, il y a des moments où je donne énormément. Et quand je dis j'aime les gens, c'est pas que j'aime simplement être avec les gens, mais j'aime comprendre les gens. Okay. J'aime comprendre le pourquoi ils sont comme ça. Okay. Et c'est comme ça que j'ai fini par comprendre que la sociologie, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais. Donc, je ne suis pas allée faire des études en sociologie, je me suis intéressée à la sociologie, j'ai lu dessus, j'ai lu énormément de vidéos dessus. Je suis aussi très autodidacte, donc ça c'est un exemple où je n'ai pas eu besoin d'aller faire une formation dedans. Je vais me cultiver et je vais aller prendre et acquérir ces aptitudes-là, en tout cas cette compréhension des choses, et je l'applique. Donc voilà, je pense que ça c'est un exemple concret où comment j'ai traduit ça un don, j'appelle ça un don, d'aimer et de chercher à comprendre les gens. Donc, cette empathie, les gens c'est parti du point où on m'a dit, tu as de l'empathie. J'ai travaillé et cherché à comprendre, mais oui, l'empathie chez moi, ça se traduit comment? Je l'ai défini, j'ai découplé et j'ai compris que, ok, non, j'aime comprendre les gens, leur pourquoi, et que je l'intègre. Ok, donc si ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment, à quoi est-ce que ça correspond? C'est de la sociologie. Ok, comment est-ce que je monte en compétence dessus pour trouver une approche presque scientifique à la manière dont je fais les choses? Est-ce que je vais faire des études ou pas? Non, je préfère me cultiver dessus. Et puis, je l'intègre, je l'applique. Est-ce que ça marche? Effectivement, oui, ça marche. Aujourd'hui, je suis vraiment dans l'étude des usages des gens. Incroyable, tout simplement. Je te soufflais tout à l'heure que la particularité dans cette série d'interviews que je vais faire, c'est que je vais prendre des questions d'autres jeunes femmes, parce que ma cible, c'est elles. Et donc, je vais te poser une des questions que ces filles m'ont posées à travers mon formulaire. D'accord.
je vais la lire pour ne pas la déformer. Oui, bien sûr. Alors, face aux défis et aux épreuves, comment as-tu construit ta résilience et maintenu ton cap vers le succès, tant sur le plan professionnel que personnel? C'est une question qui a été posée par Marielle Arouaye. Elle est béninoise. Elle est belle ta question. Et ça me donne presque la chair de poule parce Oh. que la résilience, on n'est jamais prête à l'endosser. Absolument. Donc c'est le jour où j'ai compris qu'un échec n'était qu'une leçon. Et le jour où j'ai compris que je devais être indulgente envers moi-même. Et le jour que j'ai compris que je pouvais me relever. Et le jour que j'ai compris que après la pluie ou après la nuit, en fait, quand le soleil se couche, le jour se relève encore, toujours. Tous les jours, le jour se lève. Et c'est magique quand on se met à la plage et qu'on observe le lever du soleil et tous les symboles que ça souligne, je l'ai fait dernièrement, et qu'on transpose ça dans la vie, finalement, ok, on a essuyé entre guillemets un échec, mais là on a la chance de pouvoir recommencer et tous les jours on a cette opportunité-là. Il faut la saisir, c'est tout. Absolument. Il faut saisir les opportunités. C'est et tout. d'ailleurs, tu l'as très bien dit, tu es opportuniste. Et je pense que on va en apprendre beaucoup et savoir saisir parce que c'est... Je pense que ma génération a aussi beaucoup de problèmes. Donc, on est beaucoup en train de se questionner le syndrome de l'imposteur. Même si on fait des choses, on ne s'en rend pas compte. On prend des choses pour trop banales. Donc oui, c'est très important. Très important. Après, je pense que dans tout ça, l'entourage aussi joue un rôle très important. Et justement, à travers justement mes recherches sur tes interventions antérieures, je t'ai entendu parler de ta conception des relations, de comment on construit en fait les relations humaines. Et donc pour toi, en fait, construire des relations, sachant, en fait, il faut construire des relations tout en sachant qu'on n'est pas forcément au même niveau et justement qu'on n'a pas les mêmes priorités. Et il faut peut-être prioriser en fait la construction des relations sur autre chose comme sur des valeurs ou bien sur d'autres vrais atomes crochus. J'aimerais que tu en parles un peu plus parce que finalement c'est très important, que ce soit l'entourage le plus proche, notre famille, n'importe quoi, mais comment on arrive en fait vraiment à ancrer cette perception parce que moi j'aime beaucoup cette manière de finalement voir en fait la manière de construire les relations humaines. Je vais être redondante parce que je pense que ça commence par soi. On ne peut pas construire avec l'autre si on ne s'est pas construit. On ne peut pas nouer des atomes crochus avec quelqu'un si on ne se connaît pas. Et ça, je l'ai appris sur le tas. Parce qu'effectivement, comme nous toutes, hein, quand on grandit, on passe de l'adolescence à la phase adulte, il y a une partie où on n'est pas forcément bien ancré sur qui on est. Il y a énormément de questionnements. Donc on a le choix de dire qu'on est porté par ce que sont les autres, et souvent on le fait, hein, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Puis la vie nous dit, ah clac, pouf, c'est pas toi ça. Et en fait, plus vite qu'on prend le temps pour savoir qui on est et qu'on développe notre authenticité, plus vite on sait reconnaître les uns et les autres sur lesquels on est aligné, tant en matière de valeurs qu'en matière d'orientation, qu'en matière de culture, parce que culture au sens large, plus vite on sait construire des relations. Et je pense qu'il est important de pouvoir exister seul et de comprendre que l'autre nous apporte, il vient nous apporter de la valeur ajoutée, mais il ne vient pas nous créer. Ok. Donc, c'est super important de développer son authenticité, d'être, d'exister. Et quand on sait faire ça, on sait accepter l'autre pour ce qu'il est. On sait regarder la personne pour la valeur qu'elle peut me rajouter et pas se concentrer sur les challenges que cette personne a vit ou qu'elle peut aussi nous apporter. On sait délimiter aussi la relation. On sait dire que cette personne, je veux dire une connerie, parce qu'il n'y a pas une manière plus simple de le montrer, que le vendredi, samedi, dimanche, elle peut m'apporter de la valeur, mais le lundi, mardi, mercredi, ces challenges, je ne peux pas les recevoir parce que moi, ça ne m'apporte, soit ça ne m'apporte rien, ou ça m'enlève des choses. Bien sûr. Donc,
j'essaye de dessiner quelque chose, mais en vrai, je parle sur un plan énergétique. Il y a des moments où, parce que la personne vit des choses, son énergie n'est pas une énergie qui est positive pour moi. Ça ne veut pas pour autant dire que cette personne ne veut pas être mon amie. Ça veut simplement dire qu'on doit délimiter cette relation-là dans le cadre où on reste une valeur ajoutée l'un pour l'autre. Et je pense que c'est valable même dans notre famille. Enfin, on est avec une mère, un père, des frères et sœurs, si Dieu nous les donne, des cousins, des cousines, des tantes, des oncles. Mais ce qui est surtout le plus important, c'est la famille qu'on se construit. Et dans cette famille qu'on va se construire, quand on va avoir 30 ans, 35 ans, 40 ans, il y aura des parents, comme il peut ne pas en avoir, oui. où certains d'entre eux vont être soustraits, vont prendre de la distance, pour ne pas dire nous-mêmes, on aura pris de la distance, et il y a d'autres personnes qui vont s'intégrer. C'est important de ne pas refouler ce qu'on est. Donc je suis issue de madame et de monsieur, je viens de telle famille, donc j'intègre ce que je suis. Bien sûr. Mais parce que je ne les vois pas au quotidien, ne veut pas forcément dire, ça ne remet pas en question ce que je suis. Et parce que j'intègre quelqu'un, je ne suis pas définie non plus par cette personne. À la personne. Donc tout le travail, point de départ, je suis redondante, mais c'est ma vision de la vie. Tout commence par soi. Et de définir notre authenticité, ce qui nous permet de construire des relations finalement qui sont saines. Et si elles sont saines, ils ont plus de chances d'être durables. Bien sûr. Dans le temps. On espère qu'on va pouvoir construire de plus en plus de relations saines et surtout se détacher de celles qui sont moins saines. Parce que je pense qu'il faut avoir le courage de le faire. C'est pas toujours facile. Je vous avoue que moi, il y a des relations qui sont difficiles. C'est challengeant. Et surtout quand on évolue sur le plan professionnel et que les uns et les autres n'évoluent peut-être pas au même rythme, ou peut-être que au fur et à mesure qu'on fait ce travail intérieur, on a une vision de la vie qui devient autre, qui fait qu'on risque de perdre des gens au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de les aimer. Ça veut juste dire que les atomes crochus se rencontrent à des moments distincts. Et ce n'est pas forcément du quotidien. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. En tout cas, c'est passionnant. Merci de partager tout ça. Justement, dans ta réponse tout à l'heure, tu as parlé de famille. Oui. Et je sais que tes enfants sont... c'est mon tout. En fait, c'est ton tout, quoi. Ils sont au cœur de tout ton parcours. C'est mon tout. Est-ce que tu veux nous dire... Enfin, je sais que tu es maman de 4. Ouais, je suis maman de 4. Peut-être juste de dire que, si vous m'écoutez, je suis tellement heureuse que vous m'ayez choisie comme maman. C'est moi qui suis bénie et non pas le contraire, mais... Et puis ils diront autre chose. Non, mais j'ai la chance d'avoir donc un fils et 3 filles. Et ils sont très différents l'un de l'autre. Ils ont des personnalités différentes. Ils ont des ambitions différentes. Ils ont des atomes crochus avec des cultures différentes. Ouais, et puis ce qui est bien, c'est qu'ils sont à la fois très unis, à la fois très focus sur ce qu'ils sont. Ils sont dans l'acceptation de l'un et de l'autre, et je parle bien de l'unité familiale, tout en distinguant. Je vais donner un exemple. J'ai une de mes filles qui disait qu'elle ne peut pas vivre avec sa sœur. Elle l'adore, elle peut prendre une balle pour elle, mais ils ne peuvent pas cohabiter. Et sur le coup, ça m'a pris, j'ai pris un choc. Je dis, mais attends, j'ai pas réussi un truc. Et c'est elle est étudiante en psychologie. Elle dit, mais non, maman, on n'est pas tous faits pour vivre ensemble. Et effectivement, j'aime ma sœur. Mais elle n'aurait pas été ma sœur, on n'aurait pas forcément été amis. Et il faut comprendre que dans une même unité familiale, il peut avoir cette notion de dire que quand je sais qui je suis, je sais dire que oui, je t'aime, tu es mon frère, tu es ma sœur. On se voit le week-end autour de la table familiale. Mes frères, sœurs, ne m'appellent pas en semaine, quoi, sinon on va se bouffer la tête. And it's okay. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'est pas une famille unie. Donc, même moi, j'ai dû apprendre ça. Et figure-toi, c'est ma fille qui m'a apprise. Mais quoi qu'il en soit, ils m'ont forgé. Et ils continuent de me forger, ils continuent de me modeler, ils continuent de me faire grandir, ils continuent de me challenger.
je ne suis pas la même maman que j'ai été pour mon fils, que je suis pour ma dernière Savannah. Chacun d'entre eux m'a fait évoluer dans ma manière de voir les choses en tant que parent, de ma manière de voir les choses en tant que femme, de ma manière de voir même mes parents et leur contribution à mon éducation. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à te voir parler de tes enfants là maintenant, mais avant aussi dans toutes les interventions où tu as parlé d'eux. Et justement, ça m'amène à te demander, parfois on a l'impression que faire des enfants, être maman, c'est soit un choix, soit un frein à la carrière. Ouais. Bah, en tout cas, c'est ce que la société nous fait croire. Mais Marjorie, tu es maman de 4, mais ton parcours est exceptionnel, c'est incroyable. C'est quoi le secret? Comment tu fais ça? La vérité, ça c'est un truc que j'ai appris sur le tas. Parce qu'il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas de, y a pas de méthode. Il n'y a pas de recette, quoi. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de... J'ai jamais arrêté de rêver. J'ai jamais arrêté d'exister en tant que Marjorie Marie-Elvire Saint-Lô. Avant toute chose. Et j'étais challengée avec cette posture. Parce qu'il y a des moments où on a des choix à faire. Je vais en mission, je vais pas en mission. Je suis en mission, ma fille est malade, je rentre rapidement. Enfin, comment est-ce que je gère? Je pense que ce serait me mentir que de dire que j'ai pas fait le choix de rentrer aussi en Afrique. Et c'est parce que j'avais des enfants que ça contribuait quelque part à une espèce d'équilibre que j'aurais pu acquérir. Parce que justement, ici, il y a un support system, il y a un environnement dans lequel tu peux mettre des briques pour accompagner ce que tu essaies de faire dans ton cocon familial. Qui n'existent pas ou qui sont extrêmement coûteux quand tu vis en Europe ou en Amérique du Nord. Donc, ce serait mentir que de dire que ça n'a pas contribué à la décision de dire que j'oriente ma vie et je rentre au pays pour me construire. À l'époque, mes enfants étaient quand même relativement jeunes et la dernière même est née en Côte d'Ivoire. Mais dans le quotidien et même dans la construction de ma relation avec mes enfants, il y a quand même des valeurs qui ont dicté ma manière d'aborder la chose. J'ai jamais essayé d'être quelqu'un que je n'étais pas vis-à-vis d'eux. J'ai toujours été vulnérable et cette vulnérabilité s'est traduite par la transparence que j'avais avec eux, la manière dont je communiquais. J'ai toujours... et c'est pas toujours facile d'en trouver les bons mots pour expliquer à un enfant de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans que tu as telle ambition, tu as telle responsabilité au travail, voici tes challenges. Et tu veux qu'on travaille ensemble en équipe pour qu'on puisse y arriver. Mais voilà, je me suis dit que je devais me confier à eux tout en préservant leur naïveté d'enfant. Et ça a été bien reçu. Et c'est en ça que je dis, c'est un bonheur, je suis tellement heureuse qu'ils m'ont choisi parce que humainement, chacun des 4, étant complètement différents l'un de l'autre, ils ont su comprendre ces moments où j'étais vulnérable. Et je pense que le deuxième élément, c'est d'apprendre à être indulgent avec soi-même. Parce qu'effectivement, quand on est ambitieux et tu m'entendras souvent le dire, il faut aller plus haut, il faut pousser la barre, etc. On ne réussit pas. And it's okay. Ça va, quoi. On réessaie demain, quoi. Tu vois, la semaine prochaine, ça ira la prochaine fois. Oui. On apprend et puis on réajuste. Donc cette notion d'indulgence. Et puis quand je suis avec eux, je suis avec eux. J'ai une relation individuelle avec chacun d'entre eux. Je l'ai construite sur la base de ce qu'ils ont et ce qu'ils sont. Et l'espace qu'ils créaient pour cela. Et cet espace diverge d'une personne à une autre. Et c'est peut-être sur ça que... C'est peut-être un conseil que je vais donner à d'autres mamans, c'est de dire que ce qui a marché sur le premier ne marchera pas sur le deuxième ou le troisième forcément. Et que chacun a sa personnalité et qu'il faut prendre le temps de comprendre l'autre. En fait, c'est comme n'importe quelle autre relation humaine. Mais fondamentalement, on est en train de construire des gens et c'est davantage plus important de prendre le temps de savoir qui on a en face et comment adapter les choses.
Voilà, et puis jamais lâché. J'ai juste jamais lâché. Voilà. Merci pour ce conseil pour les moments et les futurs moments qui vont nous écouter. Alors, c'est très bien que tu aies commencé avec tes conseils parce que c'est la partie des conseils qu'on va démarrer maintenant. Moi, j'ai beaucoup aimé t'entendre parler de ton rapport avec la réussite. Donc, voilà, la réussite, c'est pas forcément professionnel, quoi. La réussite, c'est se réveiller, être heureux avec ce qu'on a aujourd'hui. C'est le bien-être. Tout à l'heure, je parlais de ma génération. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a une certaine pression de vite réussir, de vite aller chercher quelque chose. Ouais. Facilement, on se compare, facilement, on est déprimé, facilement, enfin, plein d'autres choses. Marjorie, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? C'est l'envers de la médaille de l'information qu'on ingurgite au quotidien avec les réseaux sociaux. Je pense que c'est un biais, ça fait partie des ensembles de biais qu'il faut apprendre à déconstruire. C'est pas facile de le dire. Enfin, et c'est pas facile de le faire non plus. Finalement, comment est-ce qu'on définit une cible qui a du sens pour nous? Et comment est-ce que on comprend que, j'aime bien cette expression, même si je ne l'aime pas, comparaison n'a pas raison, c'est une expression bête ivoirienne là, mais ça a sous son sens en fait. Que la seule comparaison qu'on devrait avoir, c'est avec la personne qu'on était hier. Et pas avec l'autre. On est différents, on a des ADN complètement différents, on a des cultures qui sont nuancées d'une personne à une autre. On a une histoire et une identité qui est complètement différente d'une personne à une autre, même issue d'un même père et d'une même mère, puisqu'on est différents et on absorbe les choses de façon différente. Donc pour moi, c'est un biais à déconstruire. Et c'est un biais que plus rapidement on prend conscience de cela et qu'on commence à le désactiver, mieux c'est. Je pense qu'effectivement, pour revenir à ta question de prime abord, qui est de dire qu'est-ce que c'est que le succès? Le succès pour moi, c'est le bien-être total. Le succès pour moi, c'est de savoir que je suis allée au-delà de mes limites and I got it. Yeah. Le succès pour moi, c'est de pouvoir redéfinir ce que je suis, entre guillemets, ce que sont mes limites, au fur et à mesure que je les dépasse. Le succès pour moi, c'est d'atteindre les différents rêves, les différentes cibles que je définis pour moi. Le succès pour moi, c'est être rempli de gratitude en fin de journée et de voir ce soleil se lever et que j'ai une autre opportunité d'aller encore plus loin. Le succès pour moi, c'est les rires, les moments de partage, c'est les yeux qui brillent quand je regarde mes enfants, c'est les yeux qui brillent quand je suis autour de ceux que j'aime, c'est les pleurs aussi. Quand on est quand on est présent l'un pour l'autre, il y a une multitude de petits bonheurs que si on prend le temps d'écouter et d'ouvrir nos yeux, ils nous remplissent. Et en fait, le succès pour moi, c'est arriver à un état d'âme ou d'esprit où tu es en mesure d'absorber tous ces moments de joie pour ce qu'ils sont et qui puissent nous remplir. Alors, on a presque fini, mais je pense que tu as entendu dire aussi, en tant que femme, on n'a pas à faire un choix. On a à être et il faut se donner les moyens d'être. C'est tout. C'est tout. Mais, oui, bien sûr. Un petit point. Non, mais en fait, comment dire? Si nous, on ne se lève pas pour nous donner nous-mêmes les moyens, qui va le faire? Je ne sais pas. En vérité. On a la chance, et peut-être je vais parler à toucher ceux qui n'ont peut-être pas eu cette chance, d'avoir des parents qui nous accompagnent. Bien sûr. Moi, aujourd'hui, mon père est décédé depuis 4 ans. Et de temps en temps, je vais écouter sa voix parce que j'en ai besoin. Il ne m'accompagne plus. Certains ont perdu leurs parents beaucoup plus tôt. Certains ne les ont jamais connus. Ouais. Au-delà de la responsabilité, même en tant que parent, que j'ai endorsée, et ce n'est pas tous les parents qui l'endorsent, si nous-mêmes, on ne se lève pas, qui va faire? En vérité, c'est-à-dire que... on me pose souvent cette question et c'est vrai que ça fait partie de ma manière de voir les choses. Mais peut-être
Est-ce parce que j'ai été déçue par les gens à des moments? Peut-être, est-ce que par moments j'ai compris que si je prenais pas en main les choses, ça n'allait pas arriver quelque part? Peut-être parce que j'ai compris que la vision de l'autre pour moi n'est pas la vision que j'ai pour moi-même et qu'en aucun cas, est-ce que cette vision-là devrait prendre le dessus sur celle que j'ai. Donc, ça repart toujours du postulat de départ. C'est fou apprendre à se connaître. Et tu ne deviens que ce que tu crois. C'est nous qui mettons nos limites. C'est nous qui allons acquérir les moyens, les compétences, l'humilité. Bref, tout ce qu'il nous faut pour progresser. Et le jour, et plus rapidement on le comprend, plus rapidement on vit heureux. Et tu t'imagines même dans tes rapports avec ton prochain, si tu comprends que tu n'as rien à attendre de lui, tu peux juste expérimenter qui est chaque point. Ses joies, ce qu'il a... Enfin, expérimenter qu'elle est sans en attendre quelque chose. Quelque chose en retour. Le bonheur que tu vas vivre. Et tu seras libéré de toute forme de choses. Donc en fait, on est à la fois notre pire ennemi et notre ange gardien. Ouais. À la fois notre pire ennemi, notre ange gardien. Je vais te poser the last one. La dernière question, même si c'est intéressant et que j'ai l'impression que je fais un voyage que je ne veux pas arrêter. Alors, Marjorie, si tu dois revenir en arrière, ça serait quoi le seul conseil que tu donnerais à ta jeune toi de 20 ans, enfin de la vingtaine? Aie confiance en toi. Enfin, sans aucune hésitation. J'ai souffert de l'insécurité. J'ai souffert souffert c'est un grand terme, mais oui, c'est ce que c'est. Des crises identitaires. Je suis métisse, je fais partie de cette diaspora, mais si tu veux, ça c'est une manière de le regarder, mais de ces immigrants qui essayent de rentrer dans une case, qui ne se retrouvent pas, qui se posent des questions de qui ils sont au quotidien. J'ai souffert du fait que j'étais hyper intelligente, mais je n'ai pas eu les moyens des grandes écoles. J'ai souffert d'une multitude de biais. Et au finish, si j'avais compris très vite que je suis, point, et que j'avais capitalisé sur ce que je suis, point, et que j'avais eu confiance en ce que je suis, ou ce que j'étais, je ne sais pas où est-ce que je serais arrivée aujourd'hui. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Et justement, nous, on a la chance de t'avoir dans notre vingtaine et que tu nous dises ça. Je sais que c'est pas facile, tu l'as dit, mais je pense que c'est quand même une chance qu'on a par rapport à vous. Et je pense que ça va nous permettre quand même de mieux faire les choses. En tout cas, je l'espère, de mieux faire des choix. Je ne te cache pas que moi, ça fait partie des combats que je mène actuellement. Les crises identitaires, parfois j'ai pas confiance, parfois je doute de moi. Et franchement, voilà. Donc je sais que c'est pas facile, mais c'est justement pour ça aussi que j'ai voulu discuter avec vous, avec toi, d'autres femmes, pour moi d'abord, mais aussi pour d'autres jeunes femmes, parce que je pense que c'est peut-être le cas de... Enfin, c'est même pas peut-être, c'est certainement le cas de plusieurs d'entre nous. C'est le cas. Et donc, je ne sais pas comment te dire ma satisfaction, mon admiration surtout. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup Marjorie. Donc, très bon mot de fin. Aie confiance en toi. Ayez confiance en vous. J'espère que vous avez bien entendu et que vous allez travailler à avoir cette confiance. Elle a dit plusieurs fois, il n'y aura pas je pense, des astuces qui sont adaptables, mais je pense que chacun va devoir chercher qu'est-ce qui marche avec lui, avec elle, pour atteindre, et moi la première, donc je suis dedans, je vais continuer, tout ça, etc. Et ça a été un très, 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 très bon moment de partage, d'apprentissage. Et pour moi aussi. De rêve aussi, hein. Et pour moi aussi, tu sais, les gens me demandent, tu fais beaucoup de partage, de women empowerment, etc. Sure. Mais en fait, ce que je ne partage pas forcément, c'est que ça me nourrit tout autant.
Et à chaque fois qu'on me pose une question, ça me permet de retourner dans cette Exact. mémoire et d'analyser un peu les choses et d'apprendre même davantage sur moi. C'est vraiment un processus qui ne s'arrête pas Ah. finalement. Oui. Et de par les questions, j'apprends aussi sur toi Bien sûr. et j'apprends aussi sur cette jeunesse. Yeah. Et ça me nourrit. Yeah. Donc c'est un partage. Yeah. En tout cas, ravie d'avoir Et- été Et présente. tu as parlé de famille, justement. Moi j'ai perdu ma mère il y a 15 ans. Il y a 15 ans, juste en fin ce mois, en février, là. Il y a 15 ans que j'ai perdu ma mère. Donc, Je comprends. voilà. Je comprends. Mais ça va. Il y a toi, Bien il y a sûr que Joanne. ça va. Il y a tout le monde. Merci beaucoup, Je t'en Marjorie. prie.